Bonsoir, bienvenue. On va commencer. Nous sommes ravis d'accueillir ce soir Caroline Frey pour ce grand entretien. La rencontre sera animée par Jérôme Baudouin, qui est rédacteur en chef à la Revue du Vin de France. Donc vous aurez la possibilité de poser vos questions après la rencontre. On fera circuler un micro-ballon que vous pourrez vous lancer. Et puis, bienvenue aussi aux gens qui nous rejoignent sur Zoom depuis chez eux. Donc, vous aurez aussi la possibilité de poser des questions depuis votre application Zoom. Et vous avez un icône avec écrit QR. C'est ici que vous pouvez nous relayer vos questions qui seront retransmises à Jérôme qui pourra les poser à notre intervenante. Donc, n'hésitez pas à les poser. Voilà, donc je vous inviterai ensuite, Jérôme vous invitera à aller boire un verre de dégustation. Nous sommes d'autant plus heureux que donc, nous avons un vin offert par Caroline Frey, un Château La Lagune 2016, ce soir en dégustation. Et nous avons le soutien d'un de nos mécènes, Keops Technologies, sans qui cette soirée ne pourrait pas avoir lieu. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée. Bonsoir. Vous allez bien ? Bon, ce soir, on reçoit une jeune œnologue, une femme qui a beaucoup d'énergie, vous allez voir, et qui dirige le château La Lagune, un cru classé du Médoc, mais aussi la maison Jaboulet-Aîné dans le Rhône, le domaine Corton-C à Corton-Charlemagne en Bourgogne, et un tout petit vignoble, un jardin, en Suisse, dans le Lavaux et un peu dans le Valais. Elle va nous raconter tout ça, vous allez voir, ça va être passionnant. Elle est en biodynamie en plus, donc elle va raconter un peu ses expérimentations. Et je vous demande d'applaudir très chaleureusement Caroline Frey. Il n'y avait pas trop de monde, ça va ? Oui, ça va. Je les vois pas trop. C'est fait exprès. Il y a 15 000 personnes, mais on ne les voit pas. Merci de me mettre la pression. Mais bonsoir. Alors, Caroline, une question me taraude l'esprit quand même. Qu'est-ce qui vous a incité à passer des études de chimie à Reims, à l'œnologie à Bordeaux ? Alors, il faut remonter un tout petit peu avant. J'ai effectivement démarré ces études de chimie, études de sciences et vie de la Terre avec une mention chimie organique dans l'objectif de faire le diplôme d'œnologie, parce que c'était une des possibilités pour s'inscrire au DNO. Et mon idée de départ, c'est vrai que j'ai pas eu cette vocation de faire de l'œnologie quand j'étais toute petite. J'avais déjà été passionnée par les chevaux, j'ai fait beaucoup de concours hippiques, j'avais arrêté mes études pour me consacrer à cette passion. Et puis, de cette passion des chevaux, je n'ai pas voulu en faire mon métier. Il m'a semblé que c'était une belle passion, mais je ne me voyais pas effectivement m'épanouir professionnellement dans ce métier-là. Et j'avais envie de travailler, en fait, mon idée, c'était de travailler avec les plantes. Voilà, c'était le point de départ. Et en discutant un petit peu avec ma mère, qui m'a ramené un peu à mes passions d'enfant. Elle me dit, voilà, t'aimais tout le temps être dans le jardin, t'étais tout le temps en train de faire un potager, de planter des graines, de faire des semis, enfin toutes ces choses-là. Et étant née en Champagne, je me dis, tiens, pourquoi pas l'œnologie. Mon père avait des maisons de champagne à l'époque, mais c'est vrai que petite, j'avais jamais envisagé ce métier-là. Donc je suis partie un petit peu comme ça dans l'œnologie, avec cette passion de la nature, des plantes, et finalement les vignes, c'est une petite forêt. Voilà, donc ça a démarré comme ça. Pas mal, c'est une jolie image. Et alors, vous sortez brillamment de la faculté d'œnologie, puisque vous êtes major de promo. Oui. Sous la direction du regretté Denis Dubourdieu, qui lui va vous faire confiance assez rapidement, puisqu'il va vous prendre en stage pour vinifier Château-Renon. Qu'est-ce qu'il vous a apporté, Denis ? Bon, il m'a énormément apporté. Déjà, voilà, mon père avait repris ses vignes quand j'étais petite, donc on a grandi un petit peu au rythme des vendanges.
en Champagne, on allait au pressoir, on allait visiter les crayères. Donc il y avait un petit peu ce rapport avec le vin. Il y avait les belles bouteilles à table, le rituel de la belle bouteille du dimanche. Enfin, voilà, il y avait un petit contact avec le vin, mais j'étais pas dans une famille de vignerons. Je ne savais pas ce que c'était de se lever le matin sur un domaine viticole. J'avais jamais fait ça. Et ce stage que j'ai fait chez Denis Dubourdieu, déjà, je logeais sur place. Donc ça m'a immergée en fait dans cet univers, dans cette famille de vignerons. Me lever le matin, pousser la porte, traverser la cour, arriver dans la cave. Voilà, j'ai vraiment découvert cette vie du vin grâce à la famille Dubourdieu. Et voilà, j'ai compris que c'était effectivement ce qui me plaisait et que mon ADN était là. Et ensuite, Denis, il m'a suivi depuis mes études dans tous mes projets. Donc, il m'a appris déjà toute cette rigueur, toute cette œnologie, les fondations de l'œnologie. Alors, c'est vrai que l'œnologie, c'est un mot parfois qui est un petit peu mal compris, ou en tout cas peut-être aujourd'hui qu'on rejette un petit peu. On a l'impression que l'œnologie, c'est totalement en opposition avec la nature. Oui. Je vois pas ça, pas du tout ça comme ça. Moi, j'aime bien faire une analogie avec le piano. J'ai fait beaucoup de piano quand j'étais jeune, et je trouve que pour avoir toute la liberté qu'on veut dans un morceau de piano, il faut le maîtriser parfaitement techniquement. Donc le solfège, la technique, est justement un moyen d'accéder à l'émotion et à la liberté. Donc je vois l'œnologie comme ça. Il y a peut-être eu des excès, il y a certainement eu des excès dans cette œnologie, mais en tout cas, moi, c'est ma façon de l'apercevoir. Donc voilà, Denis m'a appris ces fondations qui aujourd'hui continuent à me permettre d'essayer des choses tout en ayant quand même une colonne vertébrale et une rigueur, et voilà, pas partir non plus dans des dérives. Exactement. C'est un peu un père spirituel. Oui. Et puis il m'a aidé parfois personnellement dans mes choix, dans mon parcours. Arrivé à la Lagune à 25 ans, c'était pas forcément. C'était une chance, ça c'est certain. Mais voilà, il y avait des petits caps à passer. Parce qu'il était consultant de la Lagune, et c'est lui qui a dit à votre père que vous étiez prête, mais d'une manière. Oui. Alors c'est vrai avec mon père, on s'est rejoint autour de ces projets viticoles. Et quand je travaillais chez Denis en 2002 et en 2003, on a repris la Lagune en 2000. Et donc en 2002 et 2003, moi je travaillais à Rhénon et puis l'année d'après à Fleuriden. Et Denis avait déjà commencé à consulter à la Lagune. Et donc le soir, quand Denis rentrait autour de la table, alors lui me donnait des nouvelles de la Lagune et moi je lui donnais des nouvelles de ses vins. Donc c'est vrai que c'était étonnant comme situation. Et puis à la fin de cette année de ce millésime 2003, voilà, s'est posé la question de qu'est-ce que je fais maintenant ? Est-ce que je rejoins les activités familiales ? Ça peut paraître complètement ridicule de se poser cette question. Avec le recul, je me dis évidemment que c'était normal. C'était une chance incroyable de pouvoir s'occuper de la Lagune. Mais voilà, est-ce que travailler en famille, c'était quelque chose qui était naturel ? Donc je me posais quelques questions et Denis est intervenu à ce moment-là. Et il m'a dit, mais Caroline, évidemment, la Lagune, c'est un projet qui doit se faire avec toi. Qu'est-ce que tu veux faire d'autre ? Tu as toutes les compétences pour le faire, je serai là, je vais t'accompagner. Et vas-y, fonce. Et parallèlement à ça, il a appelé mon père et il dit, Jean-Jacques, Caroline est prête. Et mon père, Denis racontait toujours cette histoire, mon père lui a répondu, mais prête à quoi ? Et donc, elle est prête, elle peut s'occuper de la Lagune. Donc, il a joué un petit peu aussi le lien, il a fait le lien familial aussi. Ouais, le résultat est plutôt réussi quand même. Votre père doit être plutôt fier. Oui, je pense. Il faut lui poser la question. Non, mais après, c'est vrai que il n'a pas... je ne suis pas arrivée à la Lagune. Mon père a dit, tiens, Caroline arrive, elle va reprendre les rênes de la Lagune, elle va s'occuper de ça, ça et ça.
Il n'y a pas eu, d'annonce comme ça de fête aux équipes. Moi, je suis juste arrivée un lundi matin à la Lagune. J'ai commencé à travailler avec les équipes dans la cave, dans les vignes, et j'ai comme ça, pris ma place de façon assez naturelle. Et sur le moment, c'était peut-être pas si facile, mais je pense que c'était la meilleure façon d'arriver. Ouais. Et 2023, ça va être votre 20e millésime, mine de rien. Oui. oui, les années passent, ça commence à faire une jolie petite verticale. Oui. Ah, c'est pas mal, hein, surtout au Médoc. Et par la suite, votre père rachète une maison de négoce qui compte dans la vallée du Rhône, qui s'appelle la maison Jaboulet-Aîné, en 2006. Et là, Denis Dubourdieu vous accompagne. Oui. Et qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est un Bordelais qui débarque dans le Rhône. Et oui, alors bon, moi aussi, c'est pas naturel, là, pour le coup. J'avais cette étiquette bordelaise, mais quand je suis arrivée à Bordeaux, j'étais champenoise. Après, quand je suis arrivée dans le Rhône, j'étais bordelaise. Quand je suis arrivée en Bourgogne, j'étais rhodanienne. Et je suis toujours un peu l'étrangère du secteur. Alors bon, déjà, juste, c'est une maison de négoce, mais enfin, nous, on le voyait pas comme ça, Jaboulet. On voyait surtout les vignes, le domaine, l'ermitage, la chapelle. Et c'est vrai qu'on a... mon père a été contacté parce que la famille Jaboulet souhaitait se séparer de ce domaine. Et mon père m'a appelé et il m'a dit « Mais qu'est-ce que t'en penses la chapelle, l'ermitage ?» C'est même dans mes plus beaux rêves. Jamais j'ai imaginé pouvoir un jour m'occuper de ce vin et vinifier ces raisins de l'ermitage. Donc c'était absolument incroyable ce qui se passait. Donc on est parti dans ce projet. Effectivement, Denis m'a accompagnée. Et oui, on est arrivé un petit peu comme les Bordelais, c'est vrai. Mais c'était pas forcément facile de reprendre une propriété qui est restée pendant 6 générations dans la même famille, qui a produit des vins légendaires. Je veux dire, la chapelle 61. est quand même 61, 78, 90. C'est quand même un vin qui a une place dans le monde des très grands vins, enfin des vins de légende. Et ça, il y avait forcément une transition à faire. Donc c'était obligé. On ne pouvait pas arriver là et du jour au lendemain que tout se passe pour le mieux du monde et qu'on nous voit arriver avec toutes les bonnes intentions qu'on avait. Et voilà, les années sont passées et je pense qu'aujourd'hui, on peut toujours me reprocher des choix, me reprocher des choses, me reprocher des orientations dans le style du vin. Ce qu'on ne peut pas me reprocher, c'est... j'essaye toujours de faire ce qu'il y a de mieux pour ce vin. Voilà, ça c'est... Alors, qu'est-ce qu'il vous a apporté, Denis Dubourdieu, sur Jaboulet? Est-ce qu'il vous a incité à faire des changements, par exemple, en termes aussi bien au niveau de la vigne que surtout en vinification, par exemple? Alors Denis, il avait toujours cette démarche, c'est qu'on commençait par la vigne. Donc ça, c'est essentiel. Que ce soit à la Lagune et chez Jaboulet, c'était toujours qu'est-ce qu'on fait au vignoble. Et donc il y avait beaucoup à faire au vignoble. Il y avait beaucoup à faire sur les sols. Donc on a commencé à trouver tout un tas de méthodes pour travailler les sols sur toutes nos parcelles. Alors autant à Bordeaux, c'est vrai qu'à la Lagune, ça avait été assez simple de remettre en route le travail des sols. Chez Jaboulet, c'était plus compliqué parce que toutes les parcelles ont des configurations différentes. Il y a très peu de vignes à plat, mécanisables. C'est ça. Donc voilà, on est allé chercher des treuils, dans le Valais d'ailleurs, parce qu'il y a toujours les treuils plumettes qui sont de fabrication valaisanne, des motoculteurs. On la voit, la chapelle, là, voilà. Oui, c'est la chapelle. Donc on a remis en route ce travail des sols, on a remis en route toute cette viticulture de précision qui continue d'ailleurs à évoluer et qu'on continue à essayer d'améliorer d'année en année. Après, il y a eu des changements
des changements assez... au niveau des vinifications, sur les rouges, les choses se sont faites assez progressivement. On a surtout attendu que la qualité des raisins vraiment progresse. Et puis petit à petit, finalement, la vinification des rouges s'est adaptée à la qualité de ces raisins et est devenue de plus en plus douce et respectueuse de ses fruits. Sur les blancs, il y a eu des virages un petit peu plus rapides. Oui. Effectivement. Alors c'est vrai que moi j'ai été formée, et puis C'est sa spécialité à Denis. Moi j'ai été formée par Denis sur les blancs, donc c'est vrai que j'ai plutôt cette méthode de travail sur des vinifications, des élevages plutôt réducteurs, des vins avec une acidité naturelle. Donc il y a eu des changements assez importants sur le style des vins blancs. Oui. Alors aujourd'hui, vous travaillez sur, on va dire, 4 profils de crus différents et de climats différents. Donc on a un cru classé à Bordeaux, la maison, le domaine dans le Rhône, un grand cru en Bourgogne et un vignoble de montagne en Suisse. Comment passe-t-on d'un vignoble à l'autre sans se casser la tête ? Oui, c'est une bonne question. Non, chaque vignoble a son ADN, a son histoire. Après, moi, j'essaye vraiment de passer beaucoup de temps. Je fais beaucoup de voyages entre ces 4 vignobles. Je ne fais pas d'autres voyages. Je ne fais pas de voyages de promotion. Je ne fais pas de dégustation. Enfin, je suis assez absente de tous ces événements promotionnels. Pas parce que j'aime pas ça. C'est juste que j'ai choisi et je pense que mon cœur et mes à la production plutôt sont à la commerce. production. Voilà, je pense que les plus grands services que je peux rendre à ces propriétés viticoles sont vraiment sur la partie vigne et cave, parce que c'est ce que j'aime et je me dis qu'on fait toujours mieux ce qu'on aime. Voilà. Donc j'essaye de passer un maximum de temps, j'essaye d'être assez proche des équipes, voilà, pour comprendre vraiment l'ADN de chaque endroit. Maintenant, ils sont tous différents. Il y a des synergies, il y a des inspirations à prendre. Ça, on va y venir plus tard. Mais je grandis finalement tous les ans. Je grandis un petit peu au travers de ces 4 domaines. Oui. Et votre famille est également actionnaire d'une très prestigieuse maison de champagne, qui est Billecart-Salmon. Là, vous n'intervenez, ou vous intervenez aussi, ou vous n'intervenez pas du tout? Alors, si la consommation est une forme d'intervention, oui. Non, j'interviens pas. Non, on a des vignes en Champagne. Et notre chef de culture travaille avec les équipes de Billecart, donc on est actionnaire minoritaire. Et voilà, et c'est important que ça se passe comme ça. Mon intervention ne serait pas très légitime, étant donné que je ne vinifie pas derrière. Et voilà, et tout est... Le champagne est absolument fabuleux, donc on ne pourrait pas mieux faire. Et alors, on a vu une image, là, tout à l'heure, de votre petit vignoble en Suisse, parce que vous vivez en Suisse. Vous avez un vignoble dans le Lavaux et un peu dans le Valais aussi. Et ça, vous l'avez appelé les grains blancs de mon jardin secret. Ça, c'est votre domaine. C'est magnifique, hein. Comment vous est venue cette idée d'avoir un vignoble en Suisse? Alors moi, je n'ai jamais vraiment d'idée. Parce que franchement, vous aviez déjà un beau terrain de jeu. Oui, mais c'était pas une idée. Enfin, c'est pas une idée que j'avais comme ça. C'est juste que les choses naturellement m'ont amené là-bas. Et souvent, les choses se passent comme ça, en fait. Hein. C'est pas qu'il y a une idée un peu qui se trame. Donc, moi, je fais beaucoup de montagne, et donc j'allais effectivement beaucoup en vallée. Et je voulais préparer une course qui s'appelle Sierzinal. Et voilà, donc j'ai rencontré des gens à travers ça. Et un jour, un de mes coachs pour cette course m'a dit « Mais est-ce que tu aimerais avoir une petite parcelle une petite vigne dans le Valais ?» Je dis bah oui, c'est vrai que ça serait sympa. Enfin voilà, c'était vraiment une discussion tout à fait informelle et je n'ai même pas réalisé que ça allait prendre forme à ce moment-là. Et il est revenu quelques jours après vers moi, il m'a dit j'ai une vigne à te montrer. Et donc on est parti à Fuilly et c'est une vigne qui était totalement abandonnée,
vraiment très inaccessible. C'est quasiment un petit sentier de chèvres pour monter. Et personne ne voulait reprendre ces vignes. Et en fait, la personne qui possédait ces parchers, parce qu'on appelle ça parcher là-bas, utilisait finalement ses droits de production dans les vignes qui étaient en plaine et ne montait plus jamais dans les coteaux. Donc j'ai récupéré ces vignes que personne ne voulait en fait. Et il y avait des vieux chasselas qui, je pense, sont plus que centenaires. Ils ont été tous marquetés, c'est-à-dire qu'avec un pied, ils en ont fait parfois 6. Donc on ne sait jamais où est-ce que la vigne démarre, où est-ce qu'elle se termine pour la tailler. Mais bon, ça a tout son charme. Et puis j'ai surgreffé de la petite Arvine. Et ça, la petite Arvine, c'était un peu un retour aussi à mes premières dégustations à Rhénon avec Denis. Ouais. Parce que Denis était passionné par ce cépage, qui est un cépage à tilleul, donc ces arômes qu'on retrouve aussi dans le Sauvignon, donc les agrumes, le pamplemousse, les fruits de la passion. Et donc, il ouvrait régulièrement des bouteilles de petite Arvine de chez Marie-Thérèse Chapa. Et donc, il y avait un espèce de... C'est vrai que cette vigne dans le Valais, c'est un peu toute cette histoire, tout d'un coup, qui se concentre à cet endroit-là. Puis alors, en plus, vous achetez cette vigne et vous avez comme voisine Marie-Thérèse Chapa. Exactement. Oui, non, mais ça devait se faire. Hein. Et qui est en biodynamie, qui est une des pionnières de la biodynamie. Biodynamie que vous utilisez, que vous avez expérimenté au départ à la Lagune. Enfin, tout se rejoint chez vous. C'est tout le temps, on tourne en rond. C'est génial. Oui, c'est génial. Enfin, c'est très enrichissant d'ailleurs. Alors c'est vrai que moi, je vois un peu... Enfin, chaque domaine a son histoire, son identité, son ADN, mais malgré tout, il y a plein de synergies aussi humaines, parce que du coup, j'ai la chance de travailler avec, par exemple, 3 chefs de culture, celui de la Lagune, de Jaboulet, de Corton, des adjoints chefs de culture, des œnologues. Et du coup, je me dis, quand on se met tous autour de la table, on a tellement de compétences, tellement de choses à partager. Donc, j'aime bien cette idée d'essayer de trouver des synergies et de profiter un petit peu de ce que chaque propriété peut amener, que ce soit en termes de humain, en termes d'idées, de style, de goût, de technique. Donc oui, on tourne un petit peu en rond, oui, c'est vrai. Mais c'est génial parce que les hasards font que vous vous retrouvez, tout se croise à un moment ou un autre. C'est les jolis hasards de la vie. Oui. Après, le vignoble en Suisse, il a un rôle un petit peu particulier. Expérimental. Oui, inspirationnel, je ne sais pas comment ça se dit ça. On peut le dire, allez. Oui, déjà, effectivement, c'est une vigne que je travaille seule. Et ça, j'avais vraiment ce besoin de retourner, de refaire tous les gestes de la vigne depuis la saison entière. Et depuis, alors je sais qu'il y a Romain qui est là, mon chef de culture à la Lagune, mais c'est vrai que depuis que j'ai ce vignoble en Suisse, je trouve que ça a changé la façon dont j'échange avec mes chefs de culture et dont j'échange avec les vignerons. Parce que je pense que voilà, mon discours, ma façon de parler a dû changer au travers de ça. Le fait de vraiment reprendre les choses à zéro, de reprendre le sécateur, de me retrouver toute seule dans ma vigne sur ces coteaux, ça change un petit peu. Parce que contrairement aux autres propriétés, en Suisse, vous faites tout toute seule. Alors, c'est pas très grand. Vous avez quoi, 1,5 hectare au total? Oui, dans le Valais, il y a 1 hectare et puis il y a 700 mètres carrés dans le Lavaux. Donc, il y a quand même quelqu'un qui m'aide depuis 1 an et demi pour des travaux type désherber, travail du sol. Travail du sol, parce que, effectivement, là, c'est tout à la main. Et donc ça, juste à un moment, physiquement, en termes de fatigue, j'arrivais un peu à mes limites. Et puis pour les traitements, parce que tout se fait avec des petits pulvets à dos, donc manuels. On en a vu d'ailleurs tout à l'heure. Alors oui, tout à l'heure, on a vu le pulvé de la biodynamie en cuivre. Et sinon, pour tout ce qui est cuivre et soufre, on a, pareil, c'est un pulvé de 25 électrique, litres.
électrique. Mais c'est vrai que 25 litres, ça paraît pas grand-chose. Mais quand 25 c'est... kilos. oui, c'est ça. Alors, Plus la machine. Plus la machine. Plus le coteau. C'est vrai que voilà, physiquement, j'arrivais un petit peu à mes limites là-dessus. Donc il y a quelqu'un qui m'aide sur ces travaux. Mais tout le reste, tout ce qui est sur la vigne, le végétal et tout, oui, c'est moi qui fais. Oui. Est-ce que Marie-Thérèse Chapa vous donne des conseils, vous échangez beaucoup avec elle sur la biodynamie? Alors, avant même d'avoir le vignoble en Suisse, j'étais allée la voir à plusieurs reprises, parce qu'effectivement, elle fait partie des femmes inspirantes, et d'autant plus autour de la biodynamie. Donc, on était même allé avec toutes les équipes techniques. On fait avec toutes les équipes techniques de La Lagune, Corton et Jaboulet. On fait une fois par an, on se retrouve tous, donc équipe vigne et cave. Et on se retrouve dans une région viticole, donc on va faire quelques visites, et puis on se retrouve aussi tous ensemble pour échanger sur la saison, les essais, ce qu'on a fait, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, enfin essayer de faire un peu cette boîte à idées à laquelle je tiens. Et donc on était allés chez Marie-Thérèse Chapa tous ensemble. Oui, elle est évidemment une source d'inspiration sur la biodynamie, et j'échange régulièrement avec elle. Oui. Est-ce que vous êtes formé, vous avez une formation scientifique. Est-ce que ça a été un frein pour vous dans la compréhension de la biodynamie au début? Parce que la logique n'est pas la même. Comment vous avez appréhendé la biodynamie avec votre formation scientifique, tout simplement? J'ai essayé de décortiquer le truc autant que je pouvais pour trouver des explications. Donc je continue à décortiquer, parce que je me dis à un moment, il doit bien quand même y avoir quelque chose qu'on puisse expliquer de façon scientifique, puisqu'on a fait beaucoup d'essais, et que ce soit sur des méthodes biodynamiques ou d'autres méthodes, par exemple des couverts végétaux, on fait toujours des essais avec un témoin pour comparer si la proposition apporte quelque chose. Et on mène ces essais dans la mesure du possible jusqu'à la vinification et la mise en bouteille. Parce que finalement, à la fin, ce qui importe, c'est le goût du vin, quelles que soient les explications qu'on puisse donner, faire ou pas. Est-ce que ça va apporter quelque chose au vin? Et donc la biodynamie, on est passé par là. On a fait à La Lagune et chez Jaboulet beaucoup d'essais. On a vinifié séparément des modalités. Donc on faisait des essais sur un sujet, par exemple, pour pas tout mélanger. Donc on faisait avec ou sans bouse de corne, avec ou sans silice, voilà, en essayant de découper un petit peu les choses comme ça. Et les dégustations à l'aveugle qu'on a pu faire ont toujours été en faveur de la biodynamie. Des cuvées, cuvées. Voilà, après, moi, ça, c'est mon expérience. Peut-être que d'autres vignerons ont des expériences différentes, mais ça, c'est ce qu'on a fait. On a des vins en bouteille qui ont maintenant une dizaine d'années, qu'on redéguste régulièrement. Donc, on fait des dégustations triangulaires, c'est-à-dire on prend 3 vins, il y a 2 modalités identiques, et puis un troisième, voilà, pour être sûr que cette dégustation soit pertinente. Et voilà, donc de cette constatation, on a décidé d'avancer sur ces méthodes-là. Et beaucoup de personnes critiquent la biodynamie en considérant que c'est que de l'ésotérisme. Quel est votre point de vue dessus et qu'est-ce que vous leur dites? Alors moi, mon point de vue, c'est le goût du vin à la fin. Moi, il n'y a guère que ça qui m'intéresse en fait. D'accord. Donc à partir du moment où on fait ces essais à plusieurs reprises et qu'on constate à la dégustation que ça va dans le bon sens et qu'on préfère les modalités avec la 500, la 501 ou autre, bon, je valide et on y va. Hein. Après, les explications, je les ai ou pas, mais bon, il y a plein de trucs qu'on n'explique pas finalement. C'est ça. Et alors, quand vous êtes passé en biodynamie, le premier, c'est La Lagune. Quand on annonce à une équipe de vignerons, demain on démarre la biodynamie, comment ça se passe?
Est-ce qu'on peut le faire du jour au lendemain ou est-ce que ça demande beaucoup de tact et de patience? Alors, je ne l'ai pas fait comme ça. Je ne suis pas arrivée un matin et puis je leur ai dit tiens, les gars, on va faire de la biodynamie. Parce que je pense que là, ils auraient dit qu'est-ce qu'elle a encore lu un article hier? Qu'est-ce qui lui passe par la tête? Non, ça s'est fait, ça s'est fait progressivement. Ça s'est fait déjà avec une parcelle. Et puis, alors, justement, en faisant ces essais, en faisant les dégustations à la fin de la campagne. Donc voilà, petit à petit. Et puis, il y a je pense, une dynamique qui s'est créée aussi avec les équipes, parce que finalement, globalement, ça va dans le bon sens, cette biodynamie. On peut reprocher tout un tas de trucs, oui, de l'ésotérisme, enfin, je ne sais pas, mais globalement, ça va dans le bon sens à partir du moment où moi, je trouve que le goût du vin s'améliore et qu'en plus... Pour la santé des vignerons aussi. Qu'est-ce qu'on peut reprocher à cette méthode? Oui, plus de passages de tracteurs, ça c'est certes, mais on utilise des tisanes. Enfin, je veux dire, il y a rien de très mauvais dans tout ça. Donc ça va dans le bon sens. Et avec le recul, vos équipes, elles vous parlent de cette non seulement des bienfaits, mais même eux en tant que oui, salariés d'un domaine viticole, le fait de ne pas utiliser de produits, on va dire, toxiques, qui sont même potentiellement cancérogènes, comme certains produits qui sont utilisés en conventionnel, est-ce qu'ils vous le rapportent, ça? Est-ce qu'ils vous le disent? Alors, je pense qu'en tout cas, ça a changé évidemment la dynamique et les échanges au sein de nos équipes. Déjà, oui, il y a cette partie où pour eux, le travail est plus confortable, même s'il y a plus de passages, même s'il y a eu des contraintes quand même importantes dans l'organisation du travail. Par exemple, on a dans toute la partie... ça c'est un point essentiel pour que la biodynamie, ou même le bio, marche d'ailleurs. C'est l'organisation du travail pendant toute la période sensible. Donc nos équipes, il y a des permanences qui sont organisées et on est capable, s'il faut, d'aller traiter un dimanche. Et on a des permanents sur toute la saison viticole sensible qui sont disponibles, y compris le week-end, y compris le dimanche. Si il faut aller traiter un dimanche, on n'attendra pas le lundi matin. Donc il y a eu des contraintes, mais en même temps, oui, ils voient les bienfaits que ça apporte dans leur travail, que ça apporte aussi à la vigne. Ces gens-là sont excessivement attachés à leur travail, à la vigne et à la terre. Ça, il faut pas. Ils font ce métier parce qu'ils l'aiment. Donc les choses sont allées dans le bon sens et ça a créé une bonne dynamique. On a vu que finalement, moi j'ai été surprise de voir des vignerons qui sont venus vers moi et m'ont dit « Ah mais oui, mais moi j'ai lu Fécondité de la terre de Ehrenfried Pfeiffer, qui est un des scientifiques qui justement a travaillé sur la méthode biodynamique. » Ça m'a vraiment étonnée. Je me dis « Mais en fait, ces gens sont même plus formés que moi sur le sujet. » Donc voilà, ils avaient tous finalement, d'une façon ou d'une autre, une sensibilité qui collait au projet et qui les a fait adhérer. Et de voir que l'INRA aujourd'hui fait des études sur la biodynamie, sur la vie des sols, est-ce que c'est pas une forme de reconnaissance aussi, de montrer qu'enfin la biodynamie est aussi un objet scientifique comme un autre, et pas seulement une forme incompréhensible d'ésotérisme? Alors, c'est excessivement important qu'on puisse avoir justement, parce que nous, les essais qu'on fait, voilà, on peut, et à juste titre, on peut nous reprocher que le protocole n'est pas parfaitement scientifique. Voilà, on n'est pas un laboratoire non plus, mais c'est excessivement important d'avoir ces analyses à l'appui. Il y a des analyses du FIBEL en Suisse sur des parcelles qui sont suivies depuis... je crois une vingtaine d'années, qui sont excessivement intéressantes. Donc il y a quelques études scientifiques sur la biodynamie, elles ne sont pas assez nombreuses. Et oui, c'est très important qu'on puisse en avoir plus. Oui. Et la Lagune est un vignoble, on va dire, pas urbain, mais périurbain. Et ça a son importance aussi, parce que les conflits de voisinage existent. Et le fait d'être en bio ou en biodynamie... est-ce que les voisins vous en parlent ou pas? Alors, déjà, moi, par ma sensibilité personnelle, on a effectivement beaucoup de vignes. On traverse le chemin et on est dans les jardins des maisons.
Et je ne me voyais pas effectivement aller pulvériser n'importe quoi, enfin, sachant qu'il y a les piscines et les draps qui sèchent dans le jardin. Je veux dire, c'est juste une histoire de conscience. Ensuite, on en a parlé à un moment quand il y avait eu cette émission. Cache Investigation. Voilà, d'Élise Lucet. Alors, on était déjà en bio à ce moment-là. Et donc, l'émission est passée. Et le lundi matin, on a envoyé des invitations à tous les habitants de Ludon pour les convier le samedi suivant à une journée porte ouverte pour leur expliquer ce qu'on faisait et qu'ils puissent nous poser des questions et justement créer cet échange et ne pas rester sur toutes ces craintes qui avaient été justement amenées par l'émission. Et donc cette journée... Voilà, j'avais senti que c'était important de le faire. Maintenant, j'avais quand même, au lendemain de l'émission, quand on s'est retrouvés devant, il y avait à peu près 300 personnes qui étaient là. Ah oui. Je me doutais qu'il allait y avoir peut-être des craintes et que ça allait être compliqué. Ça s'est très, très bien passé. Et voilà, on a expliqué que, évidemment, notre modèle n'était pas parfait, qu'on était en bio, qu'on continuait à essayer de s'améliorer, que... Quand les tracteurs passaient, ils passaient tel et tel produit, du cuivre, du soufre et des tisanes. Et donc, on a vraiment essayé de recréer un lien avec eux et voilà, rassurer. Et c'est cette façon de cohabiter et de vivre ensemble. Ouais. Alors, je crois qu'il y a un petit film, ça peut être sympa, sur la lagune, il me semble, si on peut le lancer. Voilà, derrière la bouteille. Merci, ça résume beaucoup de choses. C'est un grand jardin. Voilà. 110 hectares, c'est pas mal. Au total, la totalité des propriétés, ça fait combien d'hectares ? Il y a 110 hectares à la lagune. Il y a à peu près la même chose chez Jaboulet. Il y a 7 hectares en Bourgogne. Et là, pour le coup, c'est un jardin. Oui. 7 hectares en Bourgogne, c'est pas mal quand même. Oui. Alors, on n'a pas beaucoup parlé de Corton-C. Les vignes sont réparties sur quelle appellation ? Alors, la cave est à Los Cortons. On a vu le château là, tout à l'heure avec les tuiles vernissées. Et ensuite, alors, on a pas mal de vignes sur la colline de Corton. Donc, on a des Cortons Charlemagne sur 2 climats. Donc, sur le haut de la colline de Corton, le Corton et les Renardes. Ensuite, on a des Alos Corton, premier cru, Pollan et Lolière. D'accord. Et on a devant le château le clos du château qui est en grand cru, Corton, donc en rouge. Ensuite, on part sur Pommard, Volnay, Meursault, Ossé-Durès, Montely, Savigny. Voilà. C'est sympa. On fait un petit tour. Que de la Côte de Beaune. Et que de la Côte de Beaune, oui. Voilà. Et aujourd'hui, les propriétés sont toutes en bio ou en biodynamie. Lesquelles sont certifiées ou en cours de certification ? Comment ça se passe ? Alors, les 3 domaines sont certifiés bio depuis 2016. D'accord. Et la lagune est certifiée biodivin depuis le millésime 2022. Voilà, c'est tout récent. Et chez Jaboulet, le domaine est travaillé en biodynamie. On n'est
pas en mesure de demander la certification parce que Jaboulé, on a aussi une activité de négoce. Oui. Donc des vins qui sont faits avec des raisins qui ne sont pas produits sur nos vignes. Qui sont achetés à des vignerons partenaires. Oui. Des vignerons avec qui on travaille toute l'année et avec qui on a un vrai partenariat tout au long du millésime. Mais voilà, le fait d'avoir ces raisins qui ne sont pas de nos domaines, qui pour la plupart sont bio, mais ne sont pas en biodynamie, nous empêche de demander cette certification biodivin. Donc on pourrait demander la certification Déméter, qui est une autre certification en biodynamie. Après, j'ai un petit peu moins de... Enfin, c'est une certification... Une affinité. J'ai moins d'affinité avec Déméter. Biodivin étant une association de vignerons, oui. Alors que Déméter est un organisme certificateur normal. C'est un petit peu plus impersonnel. Et c'est vrai que dans Biodivin, ce que j'aime, c'est aussi... Voilà, il y a des dégustations, il y a des réunions, il y a des échanges. Et voilà, la biodynamie, c'est un petit peu ça aussi quand même. Exactement. Alors, votre père a 3 filles, vous êtes l'aîné, mais est-ce qu'elles travaillent avec vous alors, les 2 sœurs? Alors, on a toutes les 3 des parcours différents. Il y a une de mes sœurs, Delphine, qui travaille avec moi depuis quelques temps. Pour la partie, elle est directrice commerciale, communication et marketing. Voilà. Pour les domaines. Pour les domaines, tout à fait. Ça, c'est quelque chose qui n'existait pas trop jusque récemment. C'est vrai que j'étais pas... Je faisais peut-être un petit blocage là-dessus. Enfin, ou du moins, je trouvais que j'avais vraiment envie qu'on compose déjà toutes les fondations, que tout le travail soit fait et de me dire, voilà, pour raconter une histoire, il faut déjà qu'on l'écrive. Et aujourd'hui, aujourd'hui, c'est important qu'on puisse aussi communiquer sur tout ce qu'on fait. Et le fait que ça soit avec ma sœur, c'est juste parfait. Oui. Et alors, le fait d'évoluer sur plusieurs régions viticoles, ça vous donne un regard, un certain recul par rapport au monde du vin, et notamment sur les jeunes consommateurs. Comment appréhendez-vous les jeunes consommateurs aujourd'hui? Parce que on est face à une véritable mutation des modes de consommation de vin. La bière est une concurrente sérieuse. Comment observez-vous ça? Oui, c'est vrai, la bière. Oui. Alors, on regarde avec attention, avec intérêt ce qui se passe. C'est très instructif. Effectivement, il y a des modes de consommation qui changent. Oui, la bière, on en parlait justement avec ma sœur Delphine qui a étudié un petit peu aussi tout cet univers de la consommation. Et la bière a pris une place excessivement importante. Ces bières locales, artisanales, ces petites brasseries. Et j'avoue que je suis aussi consommatrice de ce genre de bière. Je n'aurais pas forcément imaginé boire autant de bière il y a quelques années. Mais voilà, c'est un fait. Il est en train de supplanter le champagne dans votre consommation personnelle? Non, quand même pas. Non, mais la bière, ce qui est pas mal, c'est que ça peut aussi se boire. Ça passe très bien, par exemple, après une bonne sortie en montagne. Oui. C'est vrai qu'une bière, ça passe bien. Ouais. C'est très désagréable. Je confirme. Donc voilà, on regarde ça avec beaucoup d'intérêt. Il y a aussi toute cette... alors c'est plus une tendance aujourd'hui, c'est vraiment avéré sur les vins nature. Oui. Alors vous, l'œnologue, justement, comment observez-vous ça? Parce que y a des vins nature qui sont magnifiques, qui sont très beaux, qui sont avec un fruit croquant, pur, et puis il y a des mauvais. L'autre versant, c'est-à-dire... Mais comme dans tout, il y a des bons boulangers, des mauvais boulangers, quoi. Enfin, oui, alors c'est très intéressant. Je pense que c'est effectivement déjà un mouvement qui a quand même insufflé une dynamique et qui a certainement accéléré aussi certaines prises de conscience et sur la façon dont il fallait cultiver la vigne. Après, il y a des excès, clairement. Le tout nature, sans le solfège dont je parlais tout à l'heure pour le piano, ça amène quand même parfois quelques défauts contre... Moi, je me bats contre ça tous les jours dans ma cave, oui. Le charme du goût de souris, par exemple.
Oui, par exemple. Enfin, moi, je défends le vin de terroir et donc je vais euh, me battre contre tout ce qui peut banaliser le vin. Et un défaut banalise, parce qu'un défaut aura le même goût chez vous, chez moi, à l'autre bout du monde. Voilà. C'est ça. Je me bats contre ça, oui. Et alors, il y a une région qui est très à la mode aujourd'hui, c'est la Provence. Il y a beaucoup d'investisseurs qui arrivent. Et est-ce que la famille Frey envisage de s'installer en Provence ou d'investir en Provence ou Non, mais alors, nous, on n'a jamais réfléchi comme des investisseurs. Alors, on est plutôt... Il y a toujours eu le côté affectif, le côté passionnant d'aller travailler les vignes de l'Ermitage, le fascinant d'aller en Bourgogne, cette histoire de cœur avec le Valais. Donc, si quelque chose devait se faire aujourd'hui, ça serait pas en Provence, ça serait pourquoi pas. L'histoire de cœur aujourd'hui, elle pourrait nous amener dans le nord de l'Italie, par exemple. Ouais. le Val d'Aoste? Oui, le Val d'Aoste, oui. Le Val Là, il d'Aoste. faut expliquer quand même parce que alors effectivement, mes grands-parents étaient valdôtains. Donc, il y a toute une branche de la famille qui est du Val d'Aoste. Et je savais qu'il y avait eu un bout de vigne enfin, je savais qu'un des grands-oncles avait eu de la vigne à Montgevet. Et j'avais dû dire ça comme ça une fois, je ne sais plus où. Et un jour, il y a quelqu'un sur les réseaux sociaux, un Valdôtain, qui m'a contacté et qui m'a dit: ah, j'ai lu que ta famille avait eu, que tu avais de la famille dans le Val d'Aoste et que il y avait quelqu'un qui avait eu de la vigne. Et je dis oui, effectivement, mais j'ai pas plus d'infos. Et cette personne qui m'a écrit me dit: mais moi, je suis historien du vin à Aoste. Donc, je suis quasiment tous les jours aux archives et je peux essayer de t'aider à retrouver un peu l'histoire de la famille. Et donc, il a refait l'arbre généalogique et il m'a sorti tout un tas d'articles. Il a retrouvé les vignes. Donc, c'était la famille Joris à l'époque et qui avait été des vignerons assez importants dans le Val d'Aoste. Ils avaient eu tout un tas de médailles et tout. Donc pourquoi pas. C'est vrai que c'est une région que j'aime beaucoup aussi. Bah, c'est génial, cette espèce de tissage des hasards de la vie. Voilà. Et puis on finira peut-être dans le Barolo un jour. Ah, je sens qu'il y a un cépage que vous aimeriez vinifier. Oui, alors Montgevet, dans le Val d'Aoste, il paraît que c'est un bon terroir à Nebbiolo. Donc ça peut être un début. Ah bah voilà. À défaut d'aller dans le Barolo. Voilà. Et est-ce qu'en dehors de cette région de cœur, est-ce qu'il y a un cru ou un cépage ou une région où vous auriez vraiment aimé vinifier, que vous n'avez toujours pas fait parce que non, mais je crois vous êtes que chanceuse quand même. Vous avez oui, non, mais j'allais dire, je suis quand même très gâtée. Hein. Demander plus, ça serait quand même un peu de la gourmandise. Hein. Parce que je vinifie déjà beaucoup de cépages quand même. Hein. Bah oui, si on fait le tour, Bordeaux, c'est Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, un peu de Malbec, petit verre d'eau. Du petit verre d'eau, j'ai pas de Cabernet Franc, on a un peu de Malbec. On a planté un petit bout de Casté aussi. Ah. Ouais, bah oui, en termes d'expérimentation, on se lâche un petit peu aussi. Oui. Et puis après, Syrah, Viognier, Marsanne, Roussanne, Dureza, qui est un des parents de la Syrah, oui. qu'on a planté chez Jaboulet. Pinot, Chardonnay, et après en Suisse, il y en a beaucoup. Hein. Chasselas, Johannisberg, Petit Arvin, Gamay. Ah, et ça commence à faire un beau paquet. Hein. Oui, c'est pas mal quand même. Et est-ce que... Alors ma dernière question, elle est plus personnelle. C'est vous regrettez pas que votre père ait investi dans la vigne finalement? Ah non, pas du tout. Non, en plus, voilà, c'est une belle, c'est un beau projet de famille. On a vraiment, on s'est vraiment retrouvés aussi autour de ces projets. On a chacun on a une approche assez complémentaire. Moi, j'ai vraiment cette partie vigne, vin, production, et lui
m'a appris beaucoup sur la distribution, la gestion des entreprises. Donc, non, mais c'est une chance inouïe. Je suis excessivement gâtée. Ça a resserré vos liens? Ah oui, sans aucun doute. Oui. Bon. Ben, je vous remercie. Merci. Merci Caroline. On va passer au... J'ai l'impression que le temps a filé très très vite. Oui, je n'ai aucune idée. On a fait quasiment 1 heure. Et on va passer aux questions du public. Alors je vais peut-être avoir des questions sur Zoom aussi. Donc vous allez avoir... On va allumer les lumières. Parce que si on le fait dans le noir, vous n'allez pas vous retrouver. On a un ballon en mousse qu'on lance à ceux qui lèvent le doigt pour poser des questions. Et le ballon en mousse, il a un micro. Et ça nous permet de se faire entendre. Alors, qui veut poser des questions? Alors, y a-t-il des questions? Ah, il y a un monsieur là, au milieu. Parfait. Loïc, c'est au milieu là. Ouais, je vois. Juste d'un point de vue technique, parlez bien proche du micro pour qu'on vous entende. Voilà, tout simplement. Vous êtes prêts? Bravo! Et c'est marqué. Oui, vous parlez de tisane. Qu'est-ce que c'est comme produit? On a vu de la camomille à peu près dans les images. Qu'est-ce qu'il y a comme produit? Alors, on utilise beaucoup de plantes. Ça dépend un petit peu des régions et des configurations, mais ça peut être de la prêle. Si on est dans des conditions un petit peu humides, on va utiliser des plantes qui gèrent bien l'humidité. Donc, la prêle, l'écorce de chêne, la bourdaine. Après, si on veut des conditions plus sèches, si on veut aider la plante à gérer un peu le stress hydrique, on va partir sur de l'aquilée, par exemple, de la consoude. On peut aussi utiliser de la valériane consoude après des épisodes de grêle. Enfin, vraiment, on a toute une panoplie de plantes et on choisit un petit peu en fonction des besoins de la vigne. Et après, on rajoute souvent, souvent de l'ortie et de la prêle, un peu comme stimulant tout au long de l'année, pour aider la vigne à garder un joli feuillage et à apporter une bonne maturation au raisin. Et il y a un peu d'empirisme dans tout ça, non? Alors oui, il y en a. Effectivement, maintenant, c'est aussi des plantes qu'on utilise depuis maintenant un certain nombre d'années et sur lesquelles on a fait des essais aussi. Alors, Romain, mon chef de culture qui est là, continue à en faire. On fait des essais, c'est-à-dire que une parcelle qui va, je sais pas, avoir une moitié avec prêle, une moitié sans prêle, avec de l'ortie. Et après, on peut faire des comptages, on peut faire des mesures hydriques sur la vigne, des comptages de maladies. Et globalement, alors ça ne suffirait pas, mais c'est quand même une façon de stimuler la plante et de renforcer ses défenses immunitaires. Donc c'est un petit peu... on travaille du coup un petit peu sur sa résistance naturelle. On n'arriverait pas au point de la soigner seulement avec ces préparations, mais ça renforce quand même son système immunitaire. Merci. Une autre question? Ah, alors attendez, là il y en a plusieurs. Il y a un jeune homme là qui a levé le premier. Voilà, et une dame juste là, après. Alors allez-y. Vous êtes sur plusieurs terroirs, donc le rhodanien, le bourguignon, le suisse et le bordelais, mais lequel vous préférez travailler? J'ai pas de réponse à cette question. Non, mais c'est comme si, enfin, j'ai qu'une fille, mais je sais pas, c'est quelqu'un qui a plusieurs enfants, il peut pas en choisir un, quoi. Non, ils ont tous. Enfin, j'ai un attachement particulier à chaque endroit, vraiment. Voilà, c'est des endroits très différents, même humainement, les équipes. Je suis attachée de la même façon. Après, la lagune, c'est vrai que j'ai démarré ici. C'est le premier millésime, c'était ici, donc ça reste. Voilà. C'est l'aîné. Oui, c'est l'aîné. Alors, j'ai une question, madame. Même rangée, là, c'est un 30 mètres, hein, attention. Oh là là. Allez-y. Oui, bonjour. Vous avez parlé de toutes ces plantes qui concourent à faire des tisanes.
vous faites? Vous avez des partenaires, vous les achetez où? Vous devez en consommer une quantité énorme. Comment ça se passe? Alors, ce n'est pas forcément des quantités si importantes. Évidemment, à l'échelle de 110 hectares, il en faut quand même un petit peu. On essaye, alors, une partie des plantes est achetée, et on essaye de mettre en place un peu notre autonomie là-dessus, sachant que l'idée, ça serait aussi d'imaginer que des plantes qui vont pousser à proximité du domaine pourraient avoir un effet meilleur que d'autres plantes qui viendraient peut-être d'un endroit plus lointain. Donc on essaye de travailler sur cette autonomie. Il y a des plantes qu'on peut facilement récolter. Par exemple, avec l'ortie, à la lagune, ça peut très facilement se ramasser. Et donc ça, c'est dans nos projets, là, dans les 3-4 prochaines années, c'est de travailler sur cette autonomie de nos plantes. Donc on a des grands greniers pour les faire sécher. Et voilà, on a ce projet, effectivement. Je ne suis pas étonnée de votre réponse. Alors j'ai des questions sur Zoom. Alors, attention, il y en a une première, c'est: êtes-vous intéressé par les jolis vignobles de la Moselle française, allemande ou luxembourgeoise? Non, mais on n'a pas. Ce sont de très jolis vignobles, hein. Après, on est quand même déjà bien occupés. C'est vrai que. Non, moi, je ne veux pas non plus. J'aime bien pouvoir garder quand même une proximité et une implication forte. Et pour ça, à un moment, on peut pas non plus comme ça se diversifier à l'infini. Parce que sinon, à un moment, je perdrais aussi, moi, le lien avec chaque propriété. C'est ça. Alors, il y a une autre question qui est très intéressante. Comment appréhendez-vous le réchauffement climatique avec le retour des vieux cépages? Alors oui, c'est un petit peu cette idée d'avoir mis du casté et le Dureza. C'est un petit peu ça. C'est vrai que ça, c'est des cépages qui ont été oubliés à une époque parce qu'ils ne faisaient pas forcément assez de sucre, parce qu'ils étaient trop tardifs, parce qu'ils pourrissaient. Voilà. Et aujourd'hui, c'est peut-être des choses qui peuvent être intéressantes dans le contexte actuel. Après, sans aller jusqu'à ces cépages oubliés, on travaille aussi sur les sélections, par exemple, de nos cabernets ou de nos syrahs. Il n'y a pas qu'une syrah, il n'y a pas qu'un cabernet. Il y en a beaucoup. On a créé un conservatoire de syrah au pied de l'Ermitage chez Jaboulet, en allant dans nos plus vieilles vignes de syrah prendre des bois. Et on a fait des blocs comme ça. Et aujourd'hui, on est capable de faire des contrôles de maturité et des dégustations de mou et des analyses sur ces différentes sélections. Et on s'équipe pour cette année pour pouvoir micro-vinifier ces sélections. Mais ne serait-ce que sur le type de grappe, la taille des raisins, la grosseur des grappes, la compacité. Ensuite, les analyses, les acidités, sucre. On voit des différences énormes. Donc, la syrah, on parle de la syrah, mais en fait, il y a une multitude de syrah. Comme pour les pinots noirs, comme pour les merlots. On peut travailler déjà aussi sur ce patrimoine, et en allant dans nos vieilles parcelles. C'est pour ça que les vieilles vignes sont excessivement précieuses. Aller chercher des sélections qui seraient plus adaptées au climat qu'on connaît aujourd'hui. Alors j'ai une dernière question, puis après on repasse dans la salle, mais qui est aussi intéressante. Quels conseils pouvez-vous donner aux jeunes œnologues qui se lancent dans une création de domaine aujourd'hui? Là, c'est une réponse complexe. Oui, alors déjà, je pense qu'il faut... c'est un métier de passion et de patience. Donc il faut effectivement partir avec ses bases, et il faut être formé. Je pense que si vous me parlez de jeunes œnologues, c'est qu'ils ont il y a cette formation, mais je pense que c'est important. Il faut on voit beaucoup aujourd'hui dans ce courant des vins nature des passionnés se lancer dans des projets, mais sans vraiment avoir le bagage pour faire. Ça, je pense que c'est, alors à part un miracle, mais c'est quand même pas toujours évident d'arriver à ce qu'on imagine. Donc il faut se former, il faut être curieux, et il faut continuer à se former. Je veux dire, c'est un apprentissage quotidien.
Donc voilà, la formation est vraiment importante. Exactement. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Tout à l'heure, il y avait quelques doigts. Monsieur... Hop, oula. Bonjour. Je voulais évoquer le travail du cuivre, parce qu'on parle beaucoup du cuivre dans les... ceux qui travaillent dans le traditionnel critiquent souvent le cuivre dans vos types de traitement des terres. Donc comment vous traitez ça et quel argument avez-vous pour minimiser quand même un peu on a assisté à des cours où c'était vraiment un coach qui était contre le traitement par biodynamique, et donc il disait énormément de mal du cuivre qui détruisait les sols. Donc j'aurais aimé avoir votre avis. Et la deuxième question, c'est sur les cuves, les très belles cuves grises qui sont en béton, non, je pense. Elles sont en On n'a béton. plus de son. Ah, plus de son. Oui, elles sont en béton, oui. C'est ça. Parce que c'est magnifique, esthétiquement déjà, mais donc la raison pour laquelle on utilise les cuves en béton. Voilà, c'est tout. Alors, il y a une histoire d'inertie thermique qui est très intéressante. Et puis ces cuves ont une forme en tulipe comme ça. Donc il y a toujours cette histoire dans les cuves. On essaye de trouver le bon ratio entre la surface du chapeau et qui est en contact avec le vin, voilà, par rapport aux extractions. Et le béton effectivement a une inertie thermique qui est excessivement intéressante et une micro-oxygénation qui peut aussi aider l'évolution du vin. La question du cuivre, alors effectivement, on utilise 3 kilos par hectare et par an de cuivre. Enfin, c'est ce qui est autorisé. Il y a des années où on va en utiliser 1,5 kg, il y a des années où on va en utiliser 3, ça dépend un petit peu des millésimes. Les derniers millésimes, quand même, sont pas forcément des millésimes avec des pressions mildiou extraordinaires. Donc on a plutôt tendance à utiliser de moins en moins de cuivre. Après, on ne peut pas juste se focaliser comme ça sur ce point. Il faut savoir que le cuivre, c'est quand même un oligo-élément qui peut être minéralisé en partie par le sol. Donc un sol qui va bien fonctionner, qui va justement avoir aussi dans cette approche biodynamique un couvert végétal une certaine partie de l'année, qui va avoir une vie de micro-organismes, est un sol qui est quand même capable de digérer une bonne partie du cuivre. Essentiel. Après, il y a des sols qui sont plus fragiles. Les sols acides, comme les graves par exemple, sont des sols qui peuvent être plus sujets à l'accumulation. Donc on y fait excessivement attention. Maintenant, voilà, si on doit comparer ça, j'aime pas faire, mais si on doit comparer ça à une agriculture conventionnelle, le jour où il n'y a plus que le problème des 3 kilos de cuivre par hectare et par an à solutionner, on a quand même déjà fait une bonne avancée. Moi, je veux bien apporter une petite précision par rapport à tout ça, parce que en tant que journaliste, j'ai été approché par le lobby de la santé des plantes qui rassemble les Monsanto, Syngenta, pour m'expliquer à quel point le cuivre était très toxique et qu'il était beaucoup plus toxique que les produits de synthèse que les laboratoires produisaient. Donc il y a un grand discours qui a été produit auprès des vignerons conventionnels, auprès des chambres d'agriculture, par ces mêmes laboratoires, par ces lobbyistes, donc c'est pas innocent. Par ailleurs, pour avoir beaucoup enquêté sur cette question-là, on est plus face à des toxicités des sols liées à une utilisation du cuivre historique et non pas à l'utilisation du cuivre tel qu'on l'utilise aujourd'hui. Aujourd'hui, la norme, elle est de 4 kg par an et par hectare en Europe. Elle est normalisée, que ce soit donc pour l'agriculture conventionnelle ou bio, et la biodynamie demande plus bas, donc c'est-à-dire 3 kg. Mais quand on remonte un peu le temps, savoir qu'il y a 30, 40, 50 ans, l'usage du cuivre, il était de l'ordre de 30 à 40 kg par an et par hectare. Donc c'est des volumes qui sont considérables.
Et il y a l'INRA fait une carte de France de la toxicité des sols avec différents produits, notamment le cuivre. Et en fait, une des zones les plus touchées par la pollution liée au cuivre, mais qui est une pollution historique, je le rappelle, c'est le Languedoc-Roussillon. Et non pas Bordeaux, alors que Bordeaux est quand même la zone la plus sensible au mildiou et aux maladies cryptogamiques qui imposent l'usage du cuivre. Simplement parce que en fait, le Languedoc-Roussillon était une grande zone de coopérative et on disait aux vignerons, allez-y, il faut traiter, même s'il n'y avait pas trop de mildiou. Et évidemment, pour être sûr, on mettait le double de la dose, comme ça on était sûr de ne pas avoir de problème. Et aujourd'hui, c'est la région qui a le plus de taux de cuivre en France. Et l'autre région, c'est la Bretagne avec le lisier de porc. Voilà. Avec les produits utilisés dans les céréales et les élevages. Voilà. Donc voilà pour la petite précision pour le cuivre. Après, juste en complément, après c'est pas du tout. C'est un sujet sur lequel on travaille et on cherche des alternatives. Et par exemple, le fait d'utiliser ces tisanes de prêle ou de cuivre ou d'ortie en association avec le cuivre permet de réduire les doses. Donc on cherche de toute façon des alternatives et on ne se satisfait pas non plus de cette situation, mais elle est aujourd'hui en tout cas pas si dramatique que ce qu'on peut entendre. Et les analyses qui sont utilisées souvent sont des analyses effectivement qui datent d'une quinzaine d'années ou d'une vingtaine d'années. Une vingtaine d'années, oui. Et où il y avait effectivement 15-20 kilos par hectare. Les vignes étaient bleues, en fait. Oui. Il ne faut pas oublier que c'est aussi un oligo-élément, que toutes les plantes et tous les organismes vivants l'absorbent pour la croissance. Donc une part du cuivre, même la majorité du cuivre que vous mettez dans une vigne, va être absorbée si vous avez un sol vivant avec des bactéries, des insectes, et même les plantes, le couvert végétal par exemple, l'absorbe pour sa propre croissance. Voilà. D'autres questions ? Ah, monsieur. Ah, tout au bout, allez-y. Faut le lancer, hein. Là c'est tout. Voilà, c'est presque ça. Oui, bonsoir. Allô ? Oui, bonsoir. Bon. Alors moi j'ai deux questions, mais c'est deux questions très courtes et centrées sur le domaine Jaboulet. Une première question, c'est il y avait eu sur la cuvée phare de Jaboulet, c'est-à-dire la Chapelle, il y avait eu un changement d'étiquette sur un ou deux millésimes, puis un retour en arrière sur l'ancienne étiquette. Ça, c'était ma première question, c'était à quoi était dû ce changement d'étiquette et ce retour en arrière. Et ma deuxième question, très courte aussi, je crois que ça a pris plusieurs années, la conversion bio du domaine. Vous disiez tout à l'heure que vous avez fait beaucoup de tests avant d'être sûr. Moi, j'aurais voulu savoir, à partir de quand vous avez été sûr qu'il fallait convertir l'ensemble, enfin en tout cas les parcelles phares du domaine, la Mule Blanche, Steringberg, etc., Talabert même, je crois. Au bout de combien de temps vous vous êtes dit, bon, il faut y aller ? Ça a pris 1 millésime, 2 millésimes, enfin la conversion était engagée, mais à partir de combien il vous a fallu de temps pour vous dire, allez, on y va et on convertit tout ? Vous avez l'air de bien connaître le domaine. Je crois que vous connaissez toutes les cuvées. Alors, les étiquettes, effectivement, je ne sais pas, c'était un peu le syndrome du nouveau propriétaire, quelque chose dans ce genre-là. On a effectivement changé l'étiquette de cette cuvée mythique. Alors, l'idée de base, c'était de revenir aux très vieilles étiquettes, qui étaient des étiquettes très épurées. Il n'y avait pas la Chapelle, c'était quelque chose. Et finalement, la perception, à juste titre, a plutôt été qu'on avait voulu faire quelque chose de très moderne. Et bon, voilà, c'était complètement loupé, quoi. Et en fait, on est revenu aux étiquettes habituelles, parce que finalement, déjà, nos clients nous reprochaient ce changement. Et même moi, quand je devais faire une photo d'une bouteille de Chapelle, je prenais toujours une ancienne étiquette, parce que voilà, c'est comme ça qu'on l'aime, en fait. Donc, on a reconnu cette erreur et on a fait machine arrière. Donc, il y a des millésimes
D'ailleurs, enfin, sur un même millésime, vous pouvez avoir les 2 étiquettes qui vont cohabiter. Voilà. Bon. C'était une erreur. Après, pour la biodynamie, il n'y a pas vraiment... les choses se sont faites de façon très progressive et j'ai un petit peu de peine à vous dire vraiment à partir de telle date on a vraiment pris le virage à 100%, parce qu'on a commencé chez Jaboulet par les vignes. Alors c'est les vignes à plat qui sont mécanisables, qu'on appelle les basses terrasses du Rhône, donc Talabert et Mule Blanche, parce que c'était le plus simple pour nous à mettre en œuvre. Et puis petit à petit, voyant les résultats, on a commencé à mettre la méthode en place sur l'Ermitage, et puis ensuite sur les autres vignobles, et puis sur le nord du vignoble, sur les Côtes-Rôties et les Condrieux. J'ai un petit peu de peine à vous dire une date charnière. Là, voilà, 2016, on a eu la certification en bio, mais je dirais que les Crozes et l'Ermitage sont cultivés en biodynamie depuis 2015-2016, dans ces eaux-là. Ouais, c'est pas très précis comme réponse. Alors j'ai 2 dernières questions qui sont sur Zoom et qui sont très intéressantes. La transition à la culture en biodynamie a-t-elle amené des changements de technique de vinification ? C'est pas forcément que la biodynamie, mais c'est le fait que les raisins, finalement, voilà, avec tout ce qui a été fait, les raisins ont changé. Les raisins changent aussi avec les conditions climatiques. Donc oui, les vinifications ont changé. Les extractions sont devenues de plus en plus douces. Alors, il y a l'effet de la façon dont on cultive les vignes, mais bon, il y a aussi la taille des raisins, l'épaisseur des pellicules, la proportion de pulpe par rapport aux pépins. Enfin, bon, tout ça, quand même... c'est sûr qu'en 2022, si on avait vinifié comme on vinifiait en 2004, avec 2 délestages pendant la fermentation, on aurait un peu de peine à vous faire déguster quelque chose aujourd'hui. Hein. Donc voilà, oui, ça change. Après, les élevages aussi changent. Ça, je pense qu'il y a le bois neuf diminue. On va même, par exemple, sur la Chapelle, c'est un vin aujourd'hui qui est en partie élevé dans des œufs en ciment. Les blancs chez Jaboulet ne sont quasiment plus dans du bois. Ils sont tous dans des œufs en ciment, dans des cuves. Il y a juste pour des raisons de logement des petits soldes qui sont en barrique, mais les élevages changent beaucoup aussi. On a envie de cette pureté à la vigne, de cette pureté dans le raisin. Donc derrière, on va aussi chercher la pureté dans les vinifications et les élevages. Ouais, j'ai une dernière question. Utilisez-vous le calendrier lunaire, le calendrier des traitements et outils d'aide à la décision ? Alors, on l'utilise, mais les conditions agronomiques restent quand même toujours la priorité. C'est-à-dire, tout bêtement, si évidemment, on dit que c'est mieux de planter en jour racine, mais si les 3 jours racine du calendrier, il n'y a pas eu une goutte d'eau et qu'il y a de l'eau qui est annoncée la semaine suivante, ou le 15 jours, on va quand même attendre qu'il pleuve, quoi. C'est ça, c'est plus simple. Voilà. Bon, ben, merci Caroline. Merci. Bon, j'espère que vous avez apprécié. Je vous remercie en tout cas d'être venus si nombreux. On se retrouve pour le prochain grand entretien le 23 mai, si je me trompe pas, c'est ça, avec un comédien, humoriste, passionné de vin et qui même fait un vin blanc qui est pas mal du tout d'ailleurs. C'est François-Xavier Demaison. Et il a même créé un one-man show qui s'appelle Divin, sur ses souvenirs de vin, qui est sympa. Donc vous allez voir un monsieur à multiples facettes, qui est vraiment, mais alors, un passionné de vin. Voilà. Je vous remercie encore infiniment pour votre écoute. Je remercie toute l'équipe en régie pour l'organisation. Et on se retrouve maintenant en haut, dans la salle au-dessus de l'auditorium, où on va goûter le Château La Lagune 2016, qui est un très joli millésime, vous allez voir. Merci à vous et bonne soirée.